Mesdames et messieurs, à partir de Kinshasa, vous nous captez de partout. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux chez vous pour l'émission Chemin Critique. Nous prenons l'antenne en ce moment parce que nous voulons évoquer une question essentielle. Comme vous le savez, depuis hier, dans la ville de Bakou, nous sommes en Azerbaïdjan, une république que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous recevons la COP 29, vous connaissez. Au niveau mondial, chaque année, il y a une conférence qui se préoccupe de savoir comment l'humanité va gérer les réchauffements climatiques et va atténuer les changements climatiques qui est déjà en train de faire des ravages. Ce qui n'était qu'une fiction ne l'est plus. Aujourd'hui, les différents pays vivent effectivement les conséquences du réchauffement climatique. Le pays de Lumumba, notre pays, a envoyé au travers de sa haute délégation de haut niveau notre Premier ministre, Mme Judith Souminois, qui est à la tête d'une grande délégation, pour pouvoir représenter le pays et ainsi participer à cette réflexion mondiale quant à la manière dont nous allons gérer notre planète. Nous qui sommes restés au pays, nous nous sommes interrogés, nous sommes à la COP 29 COP pour pouvoir avancer dans quoi? Qu'avons-nous gagné jusqu'à ce jour? Quel est l'enjeu majeur? Pourquoi, malgré que nous connaissons le problème, nous connaissons les solutions, pourquoi celles-ci ne sont pas implémentées? Qu'est-ce qui bloque finalement l'humanité pour aller vers les solutions qui sont connues? Sommes-nous en train d'aller tous consciemment vers un suicide collectif? C'est des questions que je me suis posées et j'ai eu le plaisir aujourd'hui de recevoir un de nos compatriotes parmi les meilleurs experts que nous avons dans le domaine du climat et dans le domaine de l'ingénierie environnementale. Ils ne sont pas seulement ces experts capables de diagnostiquer le problème, capables d'élaborer des théories, ils se sont d'une manière ou d'une autre spécialisés dans la mise en place des solutions pratiques. Nous allons donc avec plaisir recevoir M. Floribert Nyamoga, que je salue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Merci. Vous êtes, comme je le disais, un expert en ingénierie environnementale. Oui. Donc, vous proposez des solutions pratiques aux questions environnementales. Oui. Vous êtes un consultant, par ce titre-là, vous êtes un consultant dans les grandes organisations, les Nations Unies, les ONG internationales. Et pourquoi pas l'État congolais. Même les ONG nationales. Voilà. En tout cas, pour ce soir, vous êtes notre consultant. Merci beaucoup. C'est un honneur, vraiment. Pour que l'on comprenne à peu près cette question de COP 29. C'est vrai que ça se passe en Azerbaïdjan. Avant que je ne revienne à vous, nous profitons toujours de l'occasion pour pouvoir renforcer vos informations. Nous savons que vous connaissez, mais la répétition est la mère des sciences. Nous allons donc faire une carte postale. L'Azerbaïdjan, c'est où? C'est quoi? C'est quel type de pays? Parce que je sais que chez vous, vous vous demandez, mais c'est dans quelle partie de la Russie? Non, c'est un État souverain. Nous allons donc suivre, grâce au condensé de Patrick Ilunga, une carte postale sur l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan en tant que nation est apparu récemment, devenu indépendant de l'Empire russe en 1918 pour réintégrer l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1920. Il regagne son indépendance au moment de la dislocation de l'URSS en 1991. Le pays perd le contrôle de la région séparatiste pro-arménienne du Haut-Karabakh qu'il reconquiert entre 2020 et 2023 au cours de guerre du Haut-Karabakh. Le pays est caractérisé aujourd'hui par un régime autoritaire avec un fort pouvoir présidentiel, dominé depuis plusieurs décennies par la famille Aliyev. Cette ancienne république soviétique a des frontières terrestres avec la Russie au nord, l'Iran au sud, la Turquie à l'ouest-sud-ouest, l'Arménie à l'ouest et la Géorgie au nord-est. Bien que le pays n'ait pas accès à la mer ouverte, il possède un littoral de 713 km sur la mer Caspienne à l'est. Ces pays
pays est membre de plus de 40 organisations internationales dont l'ONU, l'Organisation des États turcistes, la Communauté des États indépendants, l'Organisation de coopération islamiste et le Conseil de l'Europe. La tenue de la COP29 en Azerbaïdjan est un événement qui étonne plus d'un car ce pays loue le pétrole comme étant le grand cadeau offert par Dieu à l'humanité. Voilà, ce sont les aléas du direct. Voilà, ça c'est l'Azerbaïdjan. Évidemment, on n'a pas tout mis, mais bon, vous voyez, on n'a pas tout le temps. Je voudrais ajouter, peut-être avec la volonté de mon Est-ce que je peux ajouter un petit mot sur l'Azerbaïdjan? Vous allez ajouter. Donc je disais que, évidemment, c'est un pays qui se trouve en Asie, mais c'est un pays qui a produit pendant très longtemps et qui bénéficie aujourd'hui d'une portée économique essentielle parce que les sanctions posées contre l'URSS, contre la Russie, ont profité à son économie. Voilà, vous voulez ajouter quelque chose? Et c'est un pays dont l'économie est principalement basée sur le pétrole. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne moi personnellement. Ça fait 2 COP qui se suivent, qu'on organise dans des pays dont la ressource principale est le pétrole. Et l'énergie fossile qu'il faut absolument abandonner. Le stade même dans lequel s'est tenue la cérémonie d'ouverture, son financement a été fait par l'entreprise pétrolière du pays. Donc vous voyez, on est en train de lutter contre le changement climatique en utilisant l'argent du pétrole. Pour moi, il y a une sorte de... Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comme nous sommes déjà bel et bien là, dans la problématique, essayons d'aller au-delà des apparences, disons les choses clairement. Oui. Est-ce que la COP29 a encore sa légitimité au regard des forces de récupération qui sont descendues sur elle? Ça, moi, je me demande s'il y a encore une seule COP qui a sa légitimité, justement. Les COP sont fondées sur... Il faut comprendre d'abord l'architecture de la Convention pour la lutte contre les changements climatiques, la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques. Elle a un secrétariat. Elle a une branche scientifique, le GIEC, le groupe international d'experts du climat, dont il y a quelques Congolais qui ont fait partie à certains moments, qui ont participé à certains travaux du GIEC. Et c'est le GIEC qui produit tous les aspects scientifiques du climat. C'est lui qui dit on en est à tel niveau, on est à tel niveau d'émission, attention avec tel secteur et tel secteur. Et puis on a le cadre politique, le cadre de dialogue. Et c'est ça la conférence des partis. Et les partis, c'est quoi? C'est tous les pays qui ont signé, qui ont adhéré à la convention cadre. Oui, oui. C'est ça qu'on appelle les partis. Et la COP, c'est la conférence des partis. Et les partis se retrouvent à un certain moment et sur base de ce que les scientifiques disent, les politiques essayent de voir dans quelle mesure ils peuvent trouver des accords pour aller changer leur comportement dans leur pays et adopter des modes de production, des modes de consommation, des budgets, etc., qui sont favorables à la lutte contre les changements climatiques. C'est ça l'architecture. Bon, maintenant, depuis que les COP ont commencé, il y a toujours eu un problème. Il n'y a jamais eu assez d'argent pour financer les problèmes qu'on connaît qui sont là. Deuxième problème, il n'y a jamais eu un engagement suffisant pour que les pays qui se sont enrichis sur base des énergies fossiles puissent commencer à se retirer des énergies fossiles. Or, la réalité, c'est que tant qu'on aura un certain niveau de production, de consommation, d'utilisation des énergies fossiles, tous les efforts qu'on fera pour l'atténuation, en dehors de la réduction des émissions dues aux énergies fossiles, ne pourront pas permettre d'équilibrer la balance. Nous sommes donc à la COP 29. Ça fait donc 29 ans que les Nations Unies et surtout les États membres, les parties prenantes sont en train de réfléchir à la question. Y a-t-il à ces jours un seul pays qui a renoncé à la production du pétrole? Aucun. Aucun. Est-ce que quand nous regardons la production du pétrole, a-t-elle augmenté, oui ou non? Elle augmente chaque année. Alors bon, nous faisons quoi alors à la COP? C'est ça la question à poser. Nous faisons quoi? En fait, il faut comprendre la situation des énergies fossiles. Nous avons une économie mondiale
qui est déjà emprisonné dans le fossile, à tel point que l'effort pour en sortir demande vraiment d'abord une très grande volonté politique, beaucoup de progrès technologiques, et puis qu'on trouve des solutions au retrait. Par exemple, il y a des villes aux États-Unis, par exemple, on a arrêté l'exploitation du charbon, parce qu'on veut passer à d'autres formes d'énergie. Bon, mais ces villes, il y en a qui sont mortes aujourd'hui économiquement. Ce sont des villes fantômes. Ce sont devenues des villes fantômes. Et on ne veut pas des scénarios comme ça qui se multiplient. Il faut maintenir les économies actives, mais si elles dépendent beaucoup des fossiles, ce sont des dilemmes que tous les politiques... Alors, dans le cas où l'hypocrisie régnait à maître et que les États continuent à vivre comme s'il n'y avait pas de réchauffement climatique, le scénario catastrophe, ça serait quoi? On a commencé le scénario catastrophe. On ne peut plus dire aujourd'hui ça serait quoi. Vous voyez les dernières inondations qui a eu lieu. Un ouragan sur une des côtes américaines qui a fait des ravages. L'Espagne, et c'est partout qu'on a ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes. Ils commencent à se voir et avec des répercussions directes sur des villes. D'ailleurs, nous allons demander si on peut nous balancer quelques images d'illustration pendant que nous parlons sur ce qui est arrivé en Espagne. J'espère que la régie est en accord avec moi. Voilà. Ah, vous voyez. Donc, il y a un problème sérieux. Ce n'est plus de la théorie. Les gens commencent maintenant à vivre les effets du réchauffement planétaire. C'est pas possible. Mais il y a des effets qu'on ne sait pas ressentir jusque-là. Je ne sais pas, le jour où vous trouverez des images de la fonte de la calotte glaciaire, vous allez bien montrer des aspects qu'on ne ressent pas très facilement. Or, la fonte des calottes glaciaires, c'est une chaîne de catastrophes qui s'ensuit. Parce que toute l'eau là qui fond, d'abord, c'est des icebergs qui commencent à flotter. Mais un pays comme l'Espagne, on peut dire que c'est un pays de l'Union européenne. Oui. Avec des ingénieurs de très haut niveau et des infrastructures bien pensées. Oui. Comment les Espagnols ont été surpris par la pluie? Et c'est ça la question d'adaptation, justement. Au moment où les infrastructures des grandes villes ont été conçues et construites, on n'a pas intégré la donne des changements climatiques. Vous voyez, par exemple, dans les pays qui sont souvent frappés par les séismes, le Japon et d'autres zones, on a déjà intégré la résistance au tremblement de terre dans la conception des immeubles. Mais pour les effets, les événements climatiques extrêmes qui sont liés au changement climatique, on n'a pas intégré dans la planification des villes la dimension là. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'il y a par exemple un événement extrême ou une inondation ou quoi que ce soit, les infrastructures qui sont sur place sont toujours dépassées. Nous avons vu il y a quelques jours ici dans la ville de Kinshasa une pluie, la pluie de samedi passé. Oui. J'espère qu'on va trouver quelques images pour montrer ça avant la fin de cette émission, c'est direct. Alors, on va aller évidemment vers la COP 29, mais elle concerne aussi notre pays. Bien sûr. Alors, dans notre pays, vous êtes vraiment impliqué dans la recherche de solutions. Oui. Quels sont les premiers effets climatiques que nous avons déjà connus? Bon, d'abord, il faut comprendre que les inondations à Kinshasa, ça fait partie de la destinée de cette ville. Cette ville se retrouve sur un des points les plus bas des pays du bassin du Congo. Il y a plusieurs zones qui sont basses et la ville de Kinshasa est sur l'une des zones les plus basses, de même qu'une bonne partie de la cuvette centrale. Et donc, les inondations qui surviennent à Kinshasa ne sont pas nécessairement dues à des pluies locales. Dans tout le bassin du Congo, les eaux finissent à Kinshasa d'une manière ou d'une autre. Parce que ça descend vers... Oui, ça défend, les petites eaux vont vers les grandes eaux. C'est ça la logique. Et Kinshasa étant en zone basse, avec un fleuve qui donne vers la mer, toutes les eaux du bassin du Congo, une bonne partie finit à Kinshasa. Et donc les inondations dans la ville de Kinshasa font partie de ce à quoi nous devons nous attendre régulièrement. En dehors même des Mais ça existait depuis longtemps, ça, on n'avait pas ça. Depuis toujours. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, l'eau arrive sur le boulevard ici? Il y a maintenant un deuxième problème qui se pose. Il y a eu cette densification de la ville. La ville de Kinshasa, conçue pour un certain nombre d'habitants, 500 000 il paraît à la conception, une ville où
90% de la population occupe moins de 10% de la superficie de la ville. C'est beaucoup moins de 10%. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est catastrophique. Et cette partie est en train de se densifier tout le temps. Donc il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de bâtiments, beaucoup plus de... Donc la densification. Et deuxièmement, une détérioration des infrastructures qui est très accélérée. On n'a pas un programme même de maintenir les infrastructures qui ont toujours existé, notamment les infrastructures de drainage des eaux. Vous voyez, avec l'OVD, elle vous dira que, bon, on a perdu une bonne partie du réseau de drainage de la ville de Kinshasa, comme de toutes les autres villes. Avec des constructions anarchiques. Avec des constructions anarchiques, avec l'encombrement par les déchets, avec le sous-dimensionnement d'ailleurs, avec les érosions. Donc on a perdu une bonne partie du réseau. Ça fait que les eaux... Et un troisième problème que j'ai oublié de signaler ici et qui est vraiment directement lié à l'avenir de Kinshasa, le béton à outrance. Vous savez, lorsqu'une ville est végétalisée, lorsqu'il y a beaucoup de gazon, de pelouse, ça facilite l'infiltration des eaux et les eaux ne coulent pas beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'on a combien de kilomètres carrés de gazon dans la ville de Kinshasa. Si on doit estimer un jour, il y en a presque plus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui gardent encore une petite pelouse dans leur maison, mais il n'y a plus d'avenues qui sont verdies. Oui, oui. Et donc, toute l'eau de pluie qui tombe, elle coule. Sur le béton. Elle coule sur du béton, elle trouve des caniveaux encombrés, elle casse des routes, elle cherche à aller vers les eaux, vers les grandes eaux. Elle se fraye un chemin. Et donc, ce sont les trois problèmes que nous avons à Kinshasa. Déjà, le fait que nous sommes, la ville est enclin à des inondations très basses. Deuxièmement, les infrastructures sont sous-dimensionnées par rapport à l'encombrement. Troisièmement, l'aménagement, la gestion de ces infrastructures. Et quatre, le fait que la ville n'est plus verdie. Nous allons revenir tout à l'heure à Kinshasa parce que ça nous intéresse énormément. J'espère que vous avez des solutions en tant qu'ingénieur en environnement. Mais nous repartons vers l'Azerbaïdjan où notre Premier ministre en tout cas, a été reçu avec honneur parce que le pays, le Congo, qui se présente comme un pays solution, est attendu évidemment sur cette plateforme de dialogue, comme vous l'avez dit. Alors, nous allons suivre ce reportage qui nous permet de nous mettre un peu dans les jeux de cette conférence. Les pays d'Afrique, et plus généralement ceux du Sud, espèrent obtenir ce qu'ils qualifient de justice climatique, c'est-à-dire le financement adéquat afin de mieux faire face aux perturbations du climat avec des phénomènes tels que les inondations, la canicule et la sécheresse. Depuis un certain temps, le continent noir souffre de la sécheresse qui a affecté son agriculture et a accentué la famine, notamment dans la Corne de l'Afrique. Le financement climatique est censé également aider l'Afrique à se développer en abandonnant les énergies fossiles et les charbons. À ce jour, la cagnotte annuelle est fixée autour de 100 milliards de dollars par an, censée aller à destination des pays pauvres. Mais malgré ces engagements passés, la réalité reste loin des ambitions et les pays du Sud exigent plus. Cette ambition renouvelée est déjà rejetée par les pays développés à l'ouverture de la COP29 en Azerbaïdjan. L'Afrique revendique un rôle essentiel dans la stabilisation du climat du fait de ses ressources. Selon certains chercheurs, la forêt tropicale africaine, le bassin du Congo, est maintenant classée première devant l'Amazonie parce qu'elle séquestre plus de les 100 milliards de dollars. Voilà, nous sommes au cœur de la problématique. Est-ce que, depuis l'accord de Paris, je crois, 2015, si je ne me rappelle pas, il y avait déjà été décidé que l'on puisse chaque année mobiliser 100 milliards de dollars pour les questions climatiques. Oui. D'abord, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a mobilisé? Qui mobilise et qui bénéficie? Il faut d'abord comprendre les 100 milliards, c'est quoi? D'abord, je vais tout de suite les placer dans le contexte des changements climatiques. D'accord. Le coût de l'adaptation, le coût de l'atténuation d'abord,
dans un scénario jusqu'à 2030, d'un scénario de moyen terme, il est de entre 2 000 milliards et 4 000 milliards par an. Le coût de l'atténuation, c'est-à-dire de manière globale, pour pouvoir réduire et atteindre le 1,5 degré de l'accord de Paris. Le coût global, c'est entre 2 000 milliards et 4 000 milliards, selon le scénario qu'on prend. Mais si on va à l'horizon 2050, on passe de 3 000 milliards à 5 000 milliards par an. Ce n'est pas en globalité. 2 000 à 3 000 milliards par an. Donc vous voyez que par rapport à ce coût, les 100 milliards de dollars, c'est une goutte d'eau. Et là, on ne parle que de l'atténuation. Si on rentre dans l'adaptation, le coût, dans le scénario 2030, ça varie entre 300 milliards et 400 milliards par an. Et l'adaptation, c'est des fonds qui sont destinés à appuyer les pays les moins avancés pour pouvoir s'adapter aux changements qu'ils subissent de par le climat. Mais les 100 milliards de dollars, ce n'est pas pour l'adaptation. C'est pour financer deux éléments, les impacts des changements climatiques dans ces pays et puis la transition énergétique. Le paquet de 100 milliards, c'est essentiellement pour ça. Parce qu'on sait que si on réalise une bonne transition énergétique, on va réduire le recours aux carburants fossiles, etc. Mais au-delà de ces 100 000 milliards, il y a le financement de l'adaptation, qui n'est pas encore décidé. Il y a le financement des CDN, les contributions déterminées nationales, parce que l'accord de Paris a créé un principe. C'est que chaque pays doit donner un engagement de réduction d'émissions à l'interne, qu'on appelle une contribution déterminée nationale. Notre pays a donné sa CDN, elle a même révisé déjà. Je ne sais plus, je n'ai plus retenu le chiffre, ils sont en combien aujourd'hui, mais le coût de la CDN, on ne sait pas comment on va le financer. Alors, de manière triviale, parce que déjà, les experts, quand vous vous mêlez à une question, elle devient nébuleuse, elle devient difficile à comprendre. Alors, on va essayer de démêler un tout petit peu. Oui. Parmi les idées largement partagées des néophytes, on dit le Congo a une forêt. Oui. Le Congo va préserver sa forêt. Oui. Et va être payé pour ça. Bon. Première idée, première réaction. Ma première réaction, c'est celle-ci. On a une très mauvaise perception des paiements pour les services environnementaux. Il faut faire une différence entre les services écosystémiques et les services environnementaux. C'est-à-dire? Les services écosystémiques, c'est ce que les écosystèmes font pour l'homme. Les forêts du Congo, elles ont des services qu'elles rendent à l'homme. Absolument. Et à l'humanité entière. C'est un service écosystémique. Et donc, les choses que la nature fait pour l'homme. Mais il faut le dire tout à l'heure. Les forêts ne contribuent pas plus que les autres écosystèmes. C'est-à-dire? Il y a les fonds marins qui accumulent des milliers de fois plus de carbone que toutes les forêts du monde réunies. Qui payent pour les fonds marins? Et donc le principe est que personne ne paye pour les services écosystémiques. Parce que c'est la nature qui est en train de faire des choses pour elle-même. La nature que nous préservons. Là, on arrive à un deuxième aspect. Nous préservons la forêt. Le deuxième aspect, c'est la préservation. Et là, on rentre dans la notion des services environnementaux. Donc, c'est ce que l'homme fait pour les écosystèmes. Qui est payé. On a déjà un écosystème qui rend des services que personne ne peut payer en principe parce qu'il y a aussi la calotte glaciaire, il y a les glaciers, il y a les fonds marins. Tous ces écosystèmes rendent des services qui permettent à ce que le climat se maintienne. Personne ne paiera jamais pour les services écosystémiques de la forêt. Donc, mais ce qui est payé, le principe de ce qui doit être payé, c'est les services, c'est ce que nous faisons pour préserver ces services écosystémiques. Par exemple, nous refusons que la forêt soit exploitée. Oui. Hein, nous la mettons en défense, nous faisons la conservation, nous faisons la RED+, pour réduire les émissions des forêts, etc. Ces efforts-là, si on arrive à les quantifier, à les mesurer, à les quantifier et à les faire valoir sur la scène internationale, donc, ceux qui pensent il y a des formules pour qu'ils soient rémunérés. Ceux qui pensent qu'ils font des forêts, qu'ils maintiennent et tout ça, qui seront payés, ils se trompent. Non, parce qu'ils font des services environnementaux.
ils aident les écosystèmes à Donc les forêts, se préserver. Les forêts qui se sont... Les forêts qui existent naturellement, on ne veut pas. On ne peut pas se faire payer. Est-ce que ce n'est pas ça. injuste quand même? Bon, injuste. Qui a inventé ces méthodes? Parce qu'en réalité, l'Afrique, les pays du Sud, les pays un peu en voie de développement, ont conservé leur écosystème. Oui. Alors, et contribuent réellement à l'atténuation des effets, Vous savez, des gaz à effet de serre. Cette question, je l'ai posée depuis 2005 à certaines personnes dans les discussions avec cette optique-là. Et ils m'ont dit, écoutez, qui a fait un effort pour qu'il y ait cette forêt au Congo? Personne. Et donc personne ne peut se faire valoir des efforts qui ont permis à ce que la forêt soit là. OK. Alors, mais si on fait des efforts pour que la forêt ne se dégrade pas, on est dans la RED+. Il y a des paiements, c'est un mécanisme de paiement pour permettre de conserver la forêt. Dans notre pays, où est-ce que nous en sommes dans le cadre du RED+? Ah, là, c'est un grand Avons-nous problème. déjà dans ce pays reçu un seul dron, un seul dollar du climat? Qui a déjà été payé? Qui a déjà reçu quelque chose? Vous posez un problème assez complexe. Hein. Nous avons, dans le cadre du financement de la RED+, à un moment donné, on a mis en place un fonds national RED+. Un fonds multibailleur où les gens verseraient leur contribution pour appuyer les projets qui contribuent à la préservation de la forêt et au développement des communautés comme effet secondaire. Bon. Mais ces fonds-là, d'abord, sont des fonds multibailleurs. La première fois, je crois, c'était une enveloppe de 200 millions de dollars. Elle a été investie dans des projets. Il y a toujours des problèmes de conception. On apprend toujours des leçons du premier financement. On est maintenant dans la deuxième période de financement où il y a un fonds de 500 millions de dollars qui est là depuis 3 ans et pour lequel on n'a pas encore pu même affecter le quart ou le cinquième à des projets concrets. Donc il y a de l'argent qui est là. Nous avons une procédure de décaissement qui prend beaucoup de temps. Et ça fait 3 ans qu'on n'est pas arrivé à sortir cet argent, même à un pourcentage où on peut se dire on le consomme. Mais il faut vous dire que c'est insignifiant. 500 millions de dollars pour préserver la forêt, ce n'est pas grand-chose. Si on regarde la forêt du Congo, on est à... même si on était à 50 millions d'hectares, 500 millions de dollars, ça fait 10 dollars par hectare. On ne peut pas faire grand-chose avec 500 millions. Alors la question que je vous pose est celle-ci. Avons-nous raison de continuer à croire que nous sommes un pays solution par rapport au réchauffement climatique? Nous avons un potentiel de solution parce qu'on a non seulement la forêt à préserver, on a aussi les tourbières, qui sont aussi des grandes réserves, de grands puits de carbone naturel. Mais aussi, personne ne nous paiera pour les tourbières. On peut nous payer pour mieux les gérer. C'est un service des écosystèmes tourbières. Mais nous avons aussi tout ce que nous appelons les minéraux de la transition énergétique. Mais c'est injuste quand même. Hein? Les Occidentaux ont exploité leurs ressources, ont terminé leurs forêts, ont créé des industries fossiles et des industries polluantes et polluent davantage. Et puis, quand c'est notre tour maintenant de passer à la caisse, ils disent non, vous n'avez rien fait pour pouvoir exploiter vos ressources. Alors, vous pouvez comprendre les pays qui continuent à exploiter, qui continuent à laisser leurs forêts être exploitées. Moi, je dis toujours ça. Moi, je dis toujours, d'abord, la forêt, c'est une ressource naturelle qui doit être utilisée de manière durable pour financer le développement du pays. Ça, il n'y a rien à faire. Mais nous avons un modèle d'exploitation forestière qui ne peut pas permettre à ce que la forêt finance le développement. En fait, ce n'est pas seulement toute notre industrie extractive. Notre industrie extractive, moi je l'ai toujours dit, elle se réduit à ce que tout ce qui est de l'industrie extractive, en fait, ça n'appartient pas au Congo. Le Congo donne. On concède. On ne vend pas les légumes là qu'on coupe. On concède la coupe. On lui donne un permis de coupe et on récupère une taxe sur ce qu'il a coupé. Encore que ce qu'il a coupé est déclaratif, on n'a pas beaucoup de moyens d'aller contrôler, d'aller vérifier, on lui fait confiance, mais bon. Vous voyez, donc notre industrie extractive ne financera pas notre développement. Ça, c'est une chimère.
Et nous devons trouver d'autres solutions pour essayer de mobiliser les fonds pour financer notre propre développement. On vous reproche à vous, les experts, d'avoir découragé les gouvernements quand il a fallu faire de l'exploration dans le parc de Virunga. Vous avez été vraiment les premiers à monter au créneau pour refuser, pour dire c'est pas possible. Il y a eu, moi je vais vous expliquer le problème, la perception que les gens avaient. Il y a eu 3 courants dans la société civile. Il y avait un premier courant qui était soutenu par un certain nombre d'organisations internationales pour qui WWF, zéro exploitation de forêt, zéro exploitation de carburant, de manière générale. Mais il y avait quand même des gens qui disaient oui, mais en dehors des réserves naturelles, en dehors des aires protégées. Il y a un deuxième courant où on disait exploitons, mais de manière durable. Parce que ceux qui exploitent, aujourd'hui, on a déjà trouvé des technologies qui permettent de réduire les effets néfastes de l'exploitation du pétrole. Exploitons de manière durable pour quand même avoir beaucoup plus d'argent pour financer le développement du pays. Et d'autres, les plus extrémistes, qui disent, même si nous exploitons, avec notre système de gouvernance aujourd'hui, qui garantit que les ressources tirées du pétrole vont effectivement contribuer au développement du pays, ne seront pas utilisés pour enrichir des individus. Ce sont les 3 courants qu'il y a eu. Mais avec des négociations, je ne sais pas quelle pression le pays a dû subir pour qu'on arrive à une décision de retirer carrément. Mais moi, déjà, dès le premier jour, j'avais dit, retirer, on retire. Mais il y a un principe. On peut avoir le moyen de faire compenser le manque à gagner. C'est-à-dire, on fait un deal, on dit, OK, voilà mes réserves de pétrole. Si je les exploite, ça va me rapporter en net autant chaque année. Moi, je n'exploite pas, mais trouver les moyens de me donner ça. Ce sont des compensations pour manque à gagner. Il y a des pays qui ont déjà présenté des dossiers, on leur a accordé. Mais bon, on n'a pas... Alors, évidemment, avec notre Premier ministre dans ce pays-là, Azerbaïdjan, et Madame la ministre chargée de l'environnement, vont dire que le Congo est allé en touriste. Non, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas quel est l'agenda que le Congo a porté là-bas. Pourquoi je ne sais pas? Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de rencontres formelles pour que les gens puissent construire un agenda national consensuel. Nous avons dans la délégation des Congolais des gens qui partent pour le compte du gouvernement, des gens qui sont financés par des organisations auxquelles ils appartiennent, et chacun part avec son propre agenda. Mais on ne connaît pas vraiment quel est l'agenda de la RDC à la COP 29. Alors, mais la COP elle-même, par exemple, va examiner les financements de la lutte contre les changements, va examiner les pertes et dommages, et va examiner ce que vous avez dit vous-même, contribution déterminée, au niveau national, et va examiner l'objectif mondial face à l'adaptation et les plans nationaux d'adaptation. Oui. Nous avons, par rapport à ça, quand même un plan, nous avons un projet. Nous ne sommes pas allés main vide. Nous avons notre agenda climatique aujourd'hui se concrétise à travers notre contribution déterminée nationale. Bon, il y a des gens qui estiment que nous devions quand même... le rédiger autrement, c'est ça notre agenda climat. Mais le problème, c'est que on n'a pas de programme, de projet pour exécuter les engagements qu'on a pris. Par exemple, je vais vous dire un exemple. Il y avait un programme, 1 milliard d'arbres. Personne ne sait comment il a été exécuté jusque-là. C'était un programme qui a commencé avec les chefs de l'État au début de son premier mandat. Oui. Et bien, où est-ce qu'on en est? On a quand même continué. On ne sait pas où on en est. Pourquoi on ne sait pas? Il y a des administratifs qui disent qu'il a été exécuté. On entend dans la presse, mais lorsqu'on demande où est-ce qu'on a mis les arbres, personne ne peut montrer là où est le milliard d'arbres. Donc c'est un projet, vous ne verrez pas de document du projet 1 milliard d'arbres nulle part. Deuxièmement, on a dans les priorités pour notre CDN, on doit réduire les émissions du secteur de déchets. Le secteur des déchets est émetteur de gaz à effet de serre. Je crois qu'il contribue à un certain pourcentage. Vous connaissez vous-même l'état des déchets dans notre pays. On se dit, on va réduire les émissions de déchets, mais on n'a pas de programme concret pour réaliser ça.
Ce Vous qui voyez? nous ramène un peu à Kinshasa. Oui. Nous sommes dans une ville, on ne connaît pas exactement le nombre des Quinois, mais les gens ont déjà dépassé dans les estimations. On parle déjà de 18 à 20 millions d'âmes ici. Oui. Alors, dans cette ville ici, au-delà du casse-tête quotidien, les embouteillages, aujourd'hui par exemple, il a fait excessivement chaud et les pluies sont une catastrophe. Et les déchets, la ville, elle est sale. La ville n'est pas du tout propre. Alors vous êtes ingénieur, vous avez dit que vous êtes Expert en ingénierie environnementale. Donc vous avez des solutions, par exemple. Examinons un peu la question des déchets ménagers ou industriels. Y a-t-il une solution? Bon, je vais d'abord dire une chose. Hein. Les déchets ménagers et assimilés, c'est-à-dire les déchets des marchés, les déchets des bureaux, c'est des déchets de même nature. Ils sont les plus visibles, les plus encombrants, mais ils sont les moins dangereux. Il y a des déchets subtils qui sont là, qui ne sont pas visibles, mais qui ont beaucoup plus d'effets négatifs et sur la nature et sur les hommes que les déchets. Par exemple, je vais vous poser une simple question. On a des morgues partout dans la ville de Kinshasa. On a plusieurs morgues. Vous avez déjà essayé de demander comment on gère les déchets de morgue? Qu'est-ce que morgue, il y a des déchets? C'est tous les sous-produits de la thanatopraxie. Lorsqu'on prépare les corps, il y a des fluides corporels qui sortent, il y a des organes qui... Il faut le dire clairement. Comment on gère ces déchets? On ne sait pas. Quand on fait les embaumements et tout ça, oui, on utilise des produits chimiques dont on ne sait pas. Il y a des instructions pour gérer les produits. Mais on n'est pas sûr que toutes les morgues mettent en place les normes pour les gérer. Allez voir toutes les industries qui sont ici, qui contrôlent la composition chimique des déchets qui sont rejetés par les industries, qui sont majoritairement des déchets liquides d'ailleurs. Qui les contrôle? On ne sait pas ce qu'ils contiennent. Mais lorsque vous allez au fleuve, vous pêchez un poisson, vous essayez de voir la concentration des métaux lourds dans les cellules du poisson. Vous dites, ce poisson commence à se nourrir au plomb et au chrome. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la bioaccumulation. Il y a des substances qui, lorsqu'elles sont ingérées, l'organisme n'a pas de mécanisme pour les expulser. Et ils s'accumulent, ça reste là-bas. Dans les cellules, les poissons sont des bons témoins de la santé environnementale de notre fleuve. Lorsque vous pêchez un poisson dans le fleuve, vous allez essayer de l'examiner. Bon, vous allez trouver des trucs qui ne peuvent pas se trouver dans un poisson. Ça vient d'où? Ben, toutes les eaux usées, les eaux des toilettes, elles sont où? Ici, on a des systèmes de gestion sur site, donc les gens aménagent des fosses septiques. Mais ça, c'est pour les gens qui en ont les moyens, d'abord. Dans la construction, nous savons qu'il y a beaucoup de quartiers, on n'a que des, comme on appelle des latrines, comment on les appelle encore? Des latrines sèches. Donc c'est juste un trou, les gens mettent quelque chose dessus et puis ça tombe dedans. Et après, quel est son sort final? Ça se retrouve dans la nature. Et même ceux qui ont des fosses septiques, lorsqu'on les vide, on amène ça où? Ce sont des déchets qui contiennent beaucoup de substances et que nous retrouvons. Moi, je vais vous dire, chaque fois qu'il pleut, tous ces déchets solides se répandent partout dans la ville. Parce qu'ils sont entraînés par les eaux de pluie, ils se mélangent aux eaux de pluie, là où on les a. Il y a des fosses septiques qui débordent, il y a des toilettes qui débordent, il y a là où on les jette, ils se remettent. Et nous les recevons, nous les ramenons dans nos maisons. En marchant sous la pluie, en marchant dans la boue, on ramène des déchets des toilettes dans nos maisons. Ils sont plus subtils, mais on ne les voit pas en tas quelque part. Il y a tous les déchets radioactifs qui sont dans la nature ici. On ne sait pas. Donc la question de déchets, les déchets ménagers, ils sont les plus visibles. Mais ceux qui rendent aussi la vie. Il y a un piège. Je suis sûr que vous payez quelqu'un pour enlever les déchets chez vous. Par mois, par semaine, au sachet. Chacun a une formule par laquelle il paye des gens pour enlever les déchets.
Vous avez déjà demandé où on amène les déchets qu'on prend chez vous? Ah, ça, très peu de gens demandent. Tant que c'est parti de chez moi. Et c'est ça le grand problème. Et c'est ça qu'on appelle, vous vous calmez la conscience en éloignant les déchets de chez vous, en les cachant. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question où est-ce qu'ils finissent. Bon, les déchets que vous retrouvez dans l'État, un jour, si vous fouillez, vous allez peut-être retrouver des trucs qui viennent de chez vous. Donc les petits là qui les prennent, ils ne les amènent pas loin. Ils travaillent avec des charrettes à bras qui sont remplies à déborder. Ils vont faire combien de kilomètres avec ça? Ils vont marcher sur combien de kilomètres? Ils vont pousser à quelques mètres et puis ils trouvent un endroit, ils jettent. Très souvent, c'est des caniveaux, des érosions, des endroits un peu cachés. Ils sont partout. Donc, ce piège-là de penser que comme on a caché les déchets, donc, on a résolu le problème, là, c'est un grand problème. Bon, ici, la question des déchets, on l'a toujours abordée de manière conjoncturelle. On n'a jamais structuré la gouvernance des déchets. Allez dans n'importe quelle commune, il n'y a aucun bourgmestre, aucun chef d'avenue qui peut vous dire « Moi, dans ma commune, c'est à tel endroit qu'on dépose les déchets, et c'est ça, c'est le programme pour les enlever et les amener à tel endroit. » Personne ne vous dira. La seule destination qui a déjà été faite pour les déchets dans la ville de Kinshasa, c'était avec un projet de l'Union européenne, c'était le centre d'enfouissement technique de Mpassa, qui connaît des problèmes aujourd'hui. Je ne sais même pas si on a déjà résolu les problèmes. Parce qu'on a commencé à lotir il n'existe plus. C'était un centre qui était sur 250 hectares. D'abord, les gens ont envahi le centre parce que l'Union européenne n'avait clôturé que 45 hectares, je crois. Et on avait commencé à construire des casiers là-bas. Donc, lorsqu'on a fini d'envahir ceux qui n'étaient pas clôturés, on a envahi même l'espace qui était clôturé. Et il y a des gens qui ont pris des parcelles, même là où on avait enterré des produits dangereux. Mon Dieu, on fait comment pour s'en sortir? Parce que, hélas, l'émission tend à sa fin. En tant qu'ingénieur environnemental, la première chose, c'est de structurer la gouvernance des déchets. Est-ce qu'elle n'est pas structurée? Est-ce que vous êtes en contact avec la ville, par exemple? Non, il n'y a rien. Vous n'êtes pas en contact avec la ville? Le gouverneur a importé ou a amené plusieurs camions ici. C'est ça que j'appelle les réponses structurelles. Nous avons vu... Les réponses conjoncturelles. Nous avons vu des jeunes gens soulever des dalles, sortir des saletés et tout ça. On les amène où aujourd'hui? Demandez à celui qui les fait sortir. Donc vous avez une solution. Pourquoi vous n'allez pas directement à l'hôtel de ville, frapper à la porte, monsieur non, on est en train de travailler sur... parce que l'histoire, le problème, c'est de mettre en place un système de gestion intégrée de déchets. Et le système de gestion intégrée, il a quand même 3 composantes. Il y a d'abord la composante gouvernance du secteur, c'est toutes les règles que vous allez mettre en place, toute la capacité institutionnelle que vous allez d'abord mettre en place pour que le chef de quartier sache quel est son rôle qui est dans les déchets et puisse avoir les moyens de jouer ce rôle. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'infrastructure. Vous voulez mettre des... On a vu avec l'Union européenne qui a construit des centres de transit. Il n'y a pas que ça, on peut avoir des centres de tri. On peut exiger le tri à domicile. Et c'est dans la partie de gouvernance qu'on parle aussi du financement. Les déchets, ils se financent sur un principe. Celui qui salit, il paye pour qu'on enlève. Vous payez, moi je paye, tout le monde paye. Mais l'argent n'est pas centralisé quelque part pour qu'il puisse être utilisé pour résoudre le problème. J'ai essayé de faire une simulation avec... il y a un arrêté qui fixe la taxe d'assainissement pour la ville de Kinshasa, pour les ménages. Et je crois, pour les ménages, on a mis 3 catégories. Ça varie entre 10 et 30 dollars par mois, ce qui est très raisonnable. Très raisonnable. Nous, on paye peut-être plus de 10 dollars dans nos ménages. On peut nous mettre à 20 dollars et ceux qui sont les plus à 30 dollars, c'est raisonnable. Mais on n'a jamais pu actionner la taxe. Mais si on actionnait cette taxe, moi j'ai essayé de faire une estimation, on en serait à plus de 20 à 25 millions de dollars chaque mois pour gérer les déchets, seulement générés par cette taxe. Est-ce que la ville peut avoir 20 millions de dollars pour gérer les déchets dans un système qui est déjà structuré, organisé, et ne pas pouvoir les gérer? Non. Ce qu'elle fait aujourd'hui, elle le fait avec des moyens qu'elle ramasse à gauche, à droite. On peut trouver des moyens chez les le moyen est déjà créé. Il y a la taxe d'assainissement.
Mais on ne sait pas comment l'apercevoir. Pas possible. Alors que les gens payent plus que cette taxe-là. Parce qu'ils payent un peu, c'est un peu comme... Oui, ils savent pas où ils payent, mais ils payent quand même. Courant. Oui. Donc, parce que le courant ne vient pas, nous payons plus que la facture même de l'eau et de l'électricité. Oui. Voilà. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir pour moi. Nous allons vous donner quelques secondes pour pouvoir conclure. Notre idée, c'était de vous montrer que la question de l'environnement, la question du climat, cette question qui se trouve à Azerbaïdjan aujourd'hui en discussion, il ne faut pas aller loin pour la retrouver. Elle est dans nos maisons. Elle est présente. Elle est dans nos maisons. Moi, j'aime toujours conclure par inviter tout le monde à agir. Ouais. Vous savez, les gens pensent que ce sont les grandes actions qui résolvent les problèmes du climat. Planter un arbre, vous avez résolu une partie du problème, n'importe où dans votre parcelle, dans votre maison. Fermez le robinet lorsque vous êtes en train de brosser les dents. Ne laissez pas l'eau couler pendant que vous brossez les dents. Fermez le robinet. Vous économisez de l'eau, vous économisez l'énergie qui fait cette eau. Aujourd'hui, on a des bouchons à Kinshasa. Vous allez voir 50, une centaine, 200 véhicules dans les bouchons. Ils ont tous le moteur en train de tourner pendant 1 heure, pendant 2 heures. Mais si on coupe le moteur lorsqu'on est à l'arrêt et qu'on démarre pour partir, il y a moins de missions qu'on fera. Et donc, chaque chauffeur, s'il a ce réflexe-là, chaque fois qu'il est bloqué dans un bouchon, il coupe son moteur. Chaque fois qu'il est bloqué à un feu rouge, il coupe le moteur. Et il redémarre quand il faut repartir. C'est une contribution très sérieuse. Imaginez-vous si on a 1 million de véhicules à Kinshasa. Et chaque véhicule peut économiser même 500 grammes par jour. Avec les bouchons, il coupe le moteur, il économise 500 grammes par jour. Pour 1 million de véhicules, on a combien de kilos qu'on a économisé? On a économisé beaucoup. Oui, 500 tonnes par jour. Absolument. Oui, pour les véhicules seulement. Alors, pour les prix, c'est combien aujourd'hui pour la conservation du climat et tout ça? On a besoin de combien d'argent? Non, on paye combien au plan international? Bon, le prix de quoi? Oui, parce que nous vendons. Oui, vous entrez dans la notion du carbone, des crédits carbone. Ça, c'est très complexe encore. C'est un mécanisme d'encouragement pour permettre aux gens d'adopter des modes de vie qui sont moins polluants. Mais le problème, c'est que le prix du carbone, il varie. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est tout un débat. Aujourd'hui, il y en a qui arrivent à vendre à 3 $ le kilo, mais il y a des systèmes où on vend à 3 $ la tonne, pardon, mais il y a des endroits où on vend à 30 $ la tonne. Alors, maintenant, je vais vous donner la question pour conclure. Dans le cas où la COP29 fait un succès, pour vous, ce succès serait quoi? Le succès serait de trouver des mécanismes de financement réalistes. Donc, qui vont permettre que l'argent soit sur la table. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, on peut philosopher comme on veut. Tant que l'argent n'est pas sur la table, on ne pourra rien faire. Merci, M. Floribert Nyamonga. Merci à vous aussi. D'avoir été à cette émission chez mes critiques. En tout cas, pour ceux qui sont partis dans cette République d'Azerbaïdjan, nous vous souhaitons bon travail. Travaillez beaucoup. Regardez très bien ce qui compte. Et revenez au pays avec des solutions, que nous puissions nous aussi participer avec beaucoup de bonheur aux solutions climatiques. Mesdames et surtout qu'ils rendent compte lorsqu'ils viennent, qu'ils organisent des réunions pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Oui. N'allez pas faire le tourisme, revenez ici avec, c'est vrai c'est un beau pays, mais revenez avec des solutions et rendez compte parce que c'est ensemble que nous faisons face au réchauffement climatique. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Ne quittez pas Géopolis, gardez très bien vos salons. À 19h30, vous aurez le journal, la grande édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous retrouverai certainement un peu plus tard dans la rediffusion de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.